Bonsoir, bon dimanche, 19h-20h, face à l'actu. Ce dimanche encore, nous allons reparcourir les faits marquants de l'actualité cette semaine pour les analyser, certainement les commenter. Mais davantage, on va aller au cœur de la lutte contre la Covid-19, vous le savez bien. C'est une pandémie qui sévit depuis plus d'un an maintenant. Et puis le Cameroun a mis un ensemble de dispositifs pour essayer de faire face à cette pandémie. Et ici, à Douala, il y a l'hôpital La Quintine de Douala qui compte parmi les centres d'accueil, certainement l'un des plus importants dans le mécanisme sous-régional de lutte contre cette vilaine pandémie. Et qui mieux que son directeur pour en parler, le professeur Noël Essonga, qui a hérité de cet hôpital, si on peut le dire ainsi, en octobre 2020, est certainement arrivé au cœur même de cette lutte. Il va nous dire comment cette infrastructure sanitaire aborde son quotidien dans un mécanisme de crise. Mais vous le savez également, Covid, c'est également Covid-Gate, on pourra peut-être en dire un mot, tout en reparcourant l'actualité de la semaine. Le chef supérieur des Bafo, vous le savez, le doyen d'âge du Parlement camerounais, Tif Moukete, s'en est allé. Et puis cette semaine, on a donc pu voir les cérémonies officielles en présence du représentant personnel du chef de l'État, parce que le chef des Bafo a bénéficié d'un décret faisant de ses obsèques des obsèques officielles. Mais on reviendra également sur un certain nombre d'autres sujets marquants à l'actualité. D'abord, j'accueille le professeur Essonga. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. Merci infiniment de nous avoir permis de rentrer dans ce système sanitaire qui permet au Cameroun, on peut le dire, aujourd'hui, de faire face avec beaucoup d'auteur à la pandémie. Quand on est directeur de l'hôpital La Quintine, quel est son quotidien? Mais je vous remercie d'abord, monsieur Dipita, de m'avoir invité à cette émission et permettez que je sacrifie à un devoir naturel, celui de souhaiter une excellente fête des mères à nos mamans, à nos épouses. Vous savez que nul mieux qu'un médecin ne connaît l'importance d'une maman. Au quotidien, on les a dans nos services de gynécologie, dans nos maternités. Ce sont elles qui donnent la vie. Ce matin encore, je souhaitais bonne fête des mères à toutes les Amazones de l'hôpital La Quintine. Et aujourd'hui, et actuellement, vous me donnez donc l'opportunité de souhaiter une bonne fête des mères également à toutes les femmes qui nous écoutent, et particulièrement à ma charmante épouse Estelle, qui m'écoute du côté de Commando là-bas, le quartier d'où je viens. D'accord. Cela dit, quel est le quotidien du directeur de l'hôpital La Quintine? C'est environ 10 000 patients au quotidien. Je ne compte pas le nombre de pathologies d'intervention, d'unité et tout ça qu'il faut gérer. Comment s'organise, que vit le professeur Essonga entre le matin et le soir? Alors, c'est une tâche très délicate, parce que l'hôpital La Quintine, effectivement, vous devez le savoir, c'est la plus grosse institution sanitaire de la sous-région, Afrique centrale, avec près de 1317 personnels. Nous sommes bâtis sur 10 hectares, et vous convenez avec moi que pour contrôler tout cet espace-là, contrôler l'organisation qui est mise en place, ça nécessite effectivement une présence. Mon quotidien, effectivement, se construit autour d'une organisation qui est mise en place avec des collaborateurs, j'ai la chance de le dire, hein, qui sont aujourd'hui entièrement engagés dans l'esprit, dans la philosophie que nous avons mise en place. J'arrive à l'hôpital autour de 8 heures, et parfois, je pars de l'hôpital vers 23 h. Parce qu'il faut s'assurer que sur le plan clinique, c'est notre mission principale, que tout est fait. Sur le plan administratif, que tout est en ordre. Sur le plan des ressources humaines, parce que, je vous l'ai dit, 1300 personnes, ce n'est pas évident. Mais également sur le plan de la gestion des conflits au quotidien. Vous savez, nous recevons plus de 5000 personnes au quotidien à l'hôpital La Quintine, d'ailleurs. C'est l'une des raisons pour laquelle les autorités ont trouvé bon d'installer au sein de notre formation sanitaire tout un commissariat pour pouvoir nous aider à gérer, n'est-ce pas, les problèmes de sécurité. Et donc vous convenez avec moi que le quotidien d'un directeur à l'hôpital La Quintine, ce n'est pas tout aisé.
Venons-en au but. La Kintini, depuis d'ailleurs comme les autres formations sanitaires du Cameroun, depuis mars 2020, depuis la découverte du premier cas Covid au Cameroun, la Kintini ne vit plus un quotidien classique. Entre ses missions normales, quotidiennes telles que définies, et l'apparition de cette crise. Y a-t-il un mécanisme spécial qui a été mis en place? Y a-t-il un dispositif? Est-ce que c'est le même nombre de personnel, par exemple, le même nombre d'unités, par exemple? Que fait la Kintini dans ses missions, je le redis, quotidiennes, face à la crise en parallèle sanitaire? Mais je vous remercie parce que cette question va nous permettre de rassurer définitivement les populations sur la qualité de l'organisation qui a été mise en place. Et d'ailleurs, je voudrais profiter pour remercier les pouvoirs publics qui ont pris soin de bâtir en quelque temps, au sein de l'hôpital La Kintini, un centre d'isolement. Ce centre d'isolement nous permet aujourd'hui de prendre en charge les cas sévères, les cas modérés à sévères, n'est-ce pas, qui concernent cette pandémie. Parce que je profite pour vous dire que la Kintini a dans son dispositif une structure annexe qui est localisée au niveau de Yassa et où 350 lits ont été aménagés pour pouvoir prendre en charge des personnes souffrant de cette maladie. Et donc, avec ce centre d'isolement qu'on a installé au niveau, qui est construit au niveau de l'hôpital La Kintini, qui a d'ailleurs un accès qui est indépendant des autres accès classiques de l'hôpital La Kintini, vous comprenez que l'organisation est toute trouvée. Et le ministre de la Santé publique a pris soin de nous affecter aujourd'hui près de 104 personnels. En supplément? En supplément. Ils sont spécialement affectés ou alors... Spécialement affectés, spécialement dédiés dans le cadre de la lutte contre le Covid. Vous comprenez donc que les missions classiques de l'hôpital La Kintini ne sont aucunement gênées. Nous continuons à vaquer au quotidien dans le cadre de la gestion des autres pathologies et nous continuons à gérer, à contenir, n'est-ce pas, le flux des malades Covid qui arrivent. Et c'est peut-être cette organisation qui nous a valu, entre autres, les félicitations de l'Organisation mondiale de la santé. C'est peut-être également et certainement cette organisation qui fait en sorte que, en termes de taux de mortalité, à l'hôpital La Kintini, notre taux de mortalité est suffisamment bas. On peut l'avoir en termes de chiffres? Alors, aujourd'hui, il est à peu près de 6%. Et nous avons reçu, à l'heure d'aujourd'hui, depuis 2020, près de 2500 patients hospitalisés au niveau de l'hôpital La Kintini. Cela dit, vous parlez d'un personnel, 104 personnels. Quelles sont les spécialités qu'on retrouve dans ceux-là qui sont consacrés à la lutte contre la pandémie notamment? Et c'est très bien également parce que, contrairement à d'autres espaces de prise en charge, l'hôpital La Kintini a mis en place une prise en charge, on va dire, multidisciplinaire. C'est-à-dire que des patients qui arrivent souffrant, diagnostiqués Covid, qui peuvent avoir d'autres pathologies en surnuméraire, on appelle des comorbidités. Vous voyez, il est difficile pour un seul spécialiste, pour des médecins généralistes seulement, de pouvoir prendre en charge ces patients. Nous, à l'hôpital La Kintini, on a mis en place une organisation qui voudrait que et des cardiologues, et des pneumologues, et des nephrologues, des médecins internistes rentrent dans le cadre de la prise en charge de ces patients. Et je le disais tantôt, peut-être je l'ai dit un peu plus très rapidement, c'est cette organisation qui fait en sorte qu'en termes de mortalité, l'hôpital La Kintini rase le mur. On va prendre peut-être les deux premiers reportages, mais derrière, je souhaiterais, quand on reviendra, qu'on essaie de schématiser un peu le parcours d'un malade Covid. Très bien. De l'accès jusqu'à la prise en charge. L'accès, la prise en charge, on l'espère, jusqu'à sa sortie. Jusqu'à sa sortie, qu'il en sorte. Bien sûr. Premier reportage, je l'ai dit à l'entrée de l'émission. Le Chief Mokete, doyen d'âge du Parlement camerounais, 103 ans désormais, a eu sa célébration, on va le dire comme ça, à cet âge-là, c'est bien mérité, à l'occasion d'une cérémonie officielle, parce que le président de la République en a décidé ainsi. Fond Victor Mokete a donc été inhumé hier à Kumba. Suivez ce reportage.
And see, thousands are gathered here to bid your final farewell to the Senator Fund Emeritus Victor Esemisongo Mukete. The casket just arrived at the palace right now. Traditional Christian and religious groups came out chanting songs of adieu to the fallen hero. Qui s'est déroulé, je l'ai dit, en présence du ministre de l'administration territoriale, représentant personnel du chef de l'État à ses obsèques, mais également d'une kyrielle de personnalités de la République, pour lesquelles nous avons tendu le micro. Voici quelques réactions. Ça, c'est mon patron. Ah, d'accord. Collègue Moukete. Nous nous excusons pour ces légers impairs. Certainement que dans le cadre de nos éditions d'information, nous reviendrons de long en large sur cette activité-là. Reparlons donc de l'hôpital La Quintini, et je le disais avant qu'on ne prenne ces premiers éléments. Professeur, je suis malade Covid. Je ne me réfère pas directement à l'hôpital, je suis à la maison. Comment je fais pour partir de chez moi pour l'hôpital? Y a-t-il un téléphone? Y a-t-il une ambulance? Comment ça se passe? Par exemple, pour ce type de cas, et comme je l'ai dit, en espérant que votre dispositif très efficace me permette d'en sortir aussi. Bien évidemment, on vous a tout à l'heure parlé de notre taux de mortalité qui est bas, et donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Mais je voudrais vous dire que parlant de l'organisation qui est mise en place, elle date de mars 2020, où au niveau de la hiérarchie, on a mis en place un système de gestion d'incidence, qui d'ailleurs à sa tête a le gouverneur de la région du littoral. Vous savez, c'est un système décentralisé depuis le Premier ministre, le ministre de la Santé, jusqu'à dans les régions. Et dans chaque région, effectivement, il y a une organisation qui est mise en place. Vous avez certainement entendu parler des numéros verts qui fonctionnent au quotidien. Et pour le cas du littoral, la centrale est localisée au niveau de l'hôpital du district de Nilon. Nous avons pris soin, n'est-ce pas, d'organiser son installation avant notre départ de cet hôpital. Et si vous êtes à la maison, vous êtes malade, vous avez donc la possibilité de rentrer en contact avec tout ce dispositif qui est mis en place dans chaque région. Et ce dispositif vous met en contact directement avec l'hôpital concerné. Au niveau de ce dispositif, ils ont à peu près la disponibilité en lit dans les différentes formations sanitaires qui accueillent les patients Covid. Donc, c'est une organisation qui est bien menée. Une fois que vous êtes... lorsqu'on doit vous prendre en charge au niveau de l'hôpital La Quintini, vous arrivez dans notre centre d'isolement. On vous a dit qu'on a un centre d'isolement au niveau de l'hôpital La Quintini, et les médecins tout de suite vous prennent en charge. Mais il n'y a pas que de cette façon qu'on arrive à l'hôpital La Quintini. Il y a des patients qui arrivent directement aux urgences parce qu'ils se sentent mal à l'aise. Nous faisons notre test, on va faire un test,
soit un TDR, un test de dépistage rapide, qui nous permet, n'est-ce pas, de diagnostiquer, n'est-ce pas, votre pathologie et de vous orienter vers le centre d'isolement, si effectivement ce test est positif. Votre prise en charge est donc immédiate et il faut le dire, elle est gratuite. Alors, bien évidemment, les prises en charge dépendent de chaque individu. Il y en a qui arrivent avec des cas légers, il y en a qui ont des cas plus compliqués, qui nécessitent une hospitalisation plus longue. Mais toujours est-il que votre prise en charge est assurée dans ce centre d'isolement et vous m'avez demandé comment vous ressortez. Mais lorsque l'équipe médicale décide de votre sortie parce que vous présentez, j'ai failli dire, des paramètres, n'est-ce pas, qui correspondent, n'est-ce pas, à dire que vous n'êtes plus malade, écoutez, on vous sort de notre formation sanitaire. Les patients bénéficient-ils d'un accompagnement psychologique? Oui. Sachant que c'est une maladie qui peut déstabiliser. Oui, au niveau de l'hôpital Akintini, nous avons des psys qui, au quotidien d'ailleurs, rendent visite à tous nos patients pour cet accompagnement-là. Parce que vous savez, c'est une maladie très stressante. À telle enseigne qu'il faut bien qu'il y ait cet accompagnement psychologique pour qu'il y ait une aide, n'est-ce pas, à la thérapie de ces malades-là. Donc oui, à l'hôpital Akintini, et même le personnel, même le personnel qui est engagé dans cette lutte bénéficie de cet accompagnement psychologique et ce n'est qu'une bonne chose. Justement, ça s'organise comment au niveau du personnel? Ceux-là qui sont en contact avec les malades, ça s'opère comment? Y a-t-il un aménagement spécial? Et puis, je veux dire, ce personnel, il a des familles, ils viennent le matin, il faut qu'ils rentrent le soir. Est-ce la même sérénité? Est-ce qu'il n'y a pas des familles qui sont craintives quant à savoir que mon médecin il est impliqué dans la prise en charge, ne va-t-il pas nous ramener la maladie ici un soir? Mais si vous en êtes conscient, ça veut dire qu'également, eux en sont plus conscients. Et donc, d'abord, ils travaillent, n'est-ce pas, dans ces espaces-là avec des équipements de protection individuelle. Vous avez entendu parler des fameuses épis, qui créent autant de problèmes. Donc, nous sommes dotés d'équipements de protection individuelle, n'est-ce pas, qui font que, dans un premier temps, ce personnel-là est plus ou moins protégé. Mais par la suite, avant de rentrer chez eux, c'est un personnel qui prend des dispositions, n'est-ce pas, adéquates pour pouvoir se désinfecter totalement et rentrer sainement chez eux. D'accord, on le sait, la prise en charge elle est gratuite. Ben, je veux dire que gratuit ne veut pas dire que ça ne coûte pas, que ça ne se paye pas. Il y a certainement quelqu'un qui met la main dans la poche quelque part. Que peut coûter la prise en charge d'un malade Covid? Alors, le coût dépend, et je l'ai dit tout à l'heure, du degré de la sévérité de la maladie. Il y en a qui arrivent avec des atteintes légères. C'est des patients qui sont... il y en a même qui sont asymptomatiques, à qui on donne quand même, on donne un traitement pour pouvoir les soigner. Mais il y en a qui arrivent avec des atteintes importantes. Alors, pour ceux-là qui ont besoin de traitements supplémentaires, qui ont besoin, parfois ils sont oxygénodépendants, il y en a même, parce qu'on a connu des patients qui nous prennent en termes d'oxygène, près de 12 bonbons d'oxygène par jour. Vous comprenez que pour ceux-là, le coût est très important. Donc vraiment, il est difficile pour nous de faire des évaluations quotidiennes de la prise en charge des patients. Je dirais que, effectivement, tout est gratuit parce que même cet oxygène, quelle que soit la quantité d'oxygène que le patient doit recevoir, c'est un oxygène qui est gratuit, mais tous ces patients sont pris de façon vraiment entièrement gratuite. Faisons nouveau un stop dans cette émission pour partir cette fois-là du côté de Yaoundé. On va évoquer les 31 ans d'âge du SDF, vous le savez, et on en a parlé cette semaine. C'était le 26 mai 2010, lorsque le parti de John Fundi a vu le jour du côté de Bamida. Retour sur l'histoire.
26 mai 1990, 26 mai 2021, il y a 31 ans, le Social Democratic Front est né avec pour ambition suprême chasser le président Paul Biya du pouvoir, selon cet universitaire. C'est comme un parti qui sortait d'un tonnerre, n'est-ce pas, pour se manifester dans la société, en mettant les autres dans une sorte d'émoi, dans une sorte de surprise. Ils avaient une façon d'occuper la rue, qui était quelque chose de surprenant à l'époque. Et puis John Frundi avait l'art de réunir des foules. C'était pour chasser Paul Biya et prendre le pouvoir. C'était le Biya must go. Malgré les nombreux échecs essuyés par le Parti de la Balance, notamment à l'élection présidentielle de 1992, le SDF, en 31 ans, a joué un rôle prépondérant dans la vie politique du Cameroun, pense-t-il. Le SDF a marqué la tripartite en 91. Il était menaçant à l'élection de 92, mais il s'est désisté. La popularité était presque au SDF. Un parti fort, puissant et menaçant existait en face d'un RDPC qui était fort et très influent. Il fallait ces deux forces pour créer l'idée de l'alternance. S'il n'y avait eu que des petits partis, l'alternance n'aurait pas pris corps. Sauf que, après la présidentielle de 2011, le parti a connu une dégringolade marquée par des boycotts aux résultats mitigés aux élections, mais surtout par des batailles de leadership interne. Les origines populistes du SDF ont fait que, après l'éclat de la naissance, eh bien, le parti a cessé d'être éblouissant. Et il y avait aussi sans doute le fait qu'on a commencé à financer l'opposition sérieusement. Ceci fait pousser des ambitions. Ces rivalités internes autour desquelles la part du gain n'est pas étranger ont peut-être occasionné la banalisation des personnalités et en accentuant les combats. Frundi a cessé d'être le centre névralgique, le sauveur que l'on croyait. Et du coup, il a été relativisé au fur et à mesure que l'auréole de Kamto montait. Un nouveau leadership est nécessaire, il est indispensable, d'autant plus que le leader John Frundi s'est déclaré partant. Maintenant, il faut que tout cela se passe dans les règles de l'art, sans des batailles internes qui vont d'abord affaiblir les nouveaux leaders. Le SDF doit vivre. Il doit vivre pour équilibrer la vie politique dans le pays. L'idée est de rendre au final le pouvoir au peuple, tel son mythique slogan. Restons à Yaoundé, cette fois-là dans le mécanisme de défense. L'armée française, à travers son attaché militaire à Yaoundé, a donc offert du matériel à la gendarmerie nationale. Ceci s'est déroulé en présence de nos reporters sur place. Suivez plutôt. Monsieur Boto Benjamin, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre mérite camerounais. C'est ici, à la place de la BCK à Douala, que s'est déroulé ce vendredi 28 mai la cérémonie de remise des décorations des ordres nationaux pour le compte de la 49e fête nationale de l'unité, célébrée le 20 mai dernier. Pour les récipiendaires, la médaille reçue est non seulement la reconnaissance du travail effectué, mais aussi une invite à plus d'efforts. Je vais désormais savoir que tout acte que je pose dans ma vie pour préparer l'avenir des jeunes Camerounais est désormais observé par les autorités, par la population, j'allais dire par tous ceux qui m'entourent. Très honoré par cette marque de confiance du chef de l'État de m'avoir levé à la dignité de chevalier de l'ordre national de la valeur. Et je suis très content et je ne fais que le remercier pour cette marque de confiance. Et je vais lui promettre que je vais encore travailler avec un ardeur plus que jamais vu. Cette médaille représente pour moi une reconnaissance en l'éternel Dieu
qui a su me préserver de tous les obstacles que j'aurais pu traverser. Mais grâce à lui, jusqu'à ce jour, on compte quand même plus d'une vingtaine d'années que j'ai servi à la CRTV en particulier et dans la République camerounaise en général. Je remercie l'Éternel Dieu qui a veillé sur moi et sur ma hiérarchie, sur tous ceux qui me sont chers. Merci. Ce 28 mai, le gouverneur du littoral qui présidait la cérémonie du jour a attribué 258 médailles aux différents bénéficiaires. Cette année, ce sont au total 3350 médailles qui sont décernées sur l'ensemble du territoire national au titre de la 49e fête nationale de l'unité. On reparle certainement du don de l'armée française à la gendarmerie nationale camerounaise. Le temps de reprendre le professeur en 2 ou 3 mots pour sortir peut-être de cette question liée à la pandémie Covid, avec l'actualité, vous le savez, la Covid-Gate. Je veux dire, quand on est responsable de l'hôpital La Quintini et qu'on regarde tout ce qui se dit, l'entrée de matériel, la passation des marchés, et toutes les suspicions qu'il y a autour, est-ce qu'on est serein? On dort sur ses 2 oreilles la nuit? Ben oui, on n'a aucune raison d'être inquiété par quoi que ce soit. Vous savez, avec tout ce qui s'est dit, dans l'attitude du médecin que je suis un peu gêné. Je suis un peu gêné parce que pour nous qui avons vécu cette pandémie depuis son début, vous savez, dès mars 2020, nous étions déjà en première ligne de cette riposte parce que j'avais été responsable de la prise en charge des cas dans le littoral. D'ailleurs, j'étais l'une des premières personnes à faire la maladie. Et donc, j'ai connu toute la mise en place, toute l'organisation qui a été faite autour de cette maladie. Et le contexte dans lequel l'organisation a été faite nous embête un peu. Vous savez, cette maladie nous est arrivée, nous ne maîtrisions ni les tenants ni les aboutissants, encore moins comment soigner même nos patients. Nous n'avions pas de logistique. Mais dans ce contexte-là, il fallait pouvoir prendre en charge des patients qui allaient nous arriver. Et donc, la passation des marchés qui est aujourd'hui critiquée, les dépassements de budget aujourd'hui critiqués, nous espérons et nous savons que les fins limiers de la police, qui aujourd'hui sont en charge, n'est-ce pas, des enquêtes, sauront faire la part des choses. Et bien évidemment, s'il y a des responsabilités qui seront engagées, effectivement, il faudra bien que cela réponde. Mais je vous assure, il faudrait bien que le contexte dans lequel ce travail a été mené soit également pris en compte. Justement, un autre aspect, peut-être qu'on va revenir sur la question Covid. On sait qu'à l'entame de la maladie, du fait certainement des incompréhensions, aussi bien chez les patients que chez les médecins, vous viviez à la limite des agressions physiques, verbales. Est-ce que ce phénomène s'est tassé aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment que les patients, les populations comprennent mieux ce qui se fait? Est-ce que votre personnel, par ailleurs, aussi est suffisamment formé pour un accueil, j'ai failli dire, serein de ces patients? Je voudrais vous dire que tout ce que vous venez de décrire était certainement dû au fait que tout le monde était stressé. Et le corps médical, et les familles. Parce que ce n'était un secret pour personne, ça nous arrivait, on ne savait pas comment prendre en charge cette maladie d'entrée de jeu. Ce qui fait que des gens pouvaient se laisser aller, emportés par des débordements. Nous avons été effectivement à plusieurs reprises agressés par des familles, surtout pour les cas de gestion des corps. Vous avez certainement suivi nos confrères qui ont été bastonnés dans certaines formations sanitaires. Mais aujourd'hui, on peut effectivement dire, pour utiliser votre expression, que c'est un phénomène qui s'est tassé. Aujourd'hui, la population camerounaise, c'est que nous avons une certaine maîtrise, et même une maîtrise certaine de la prise en charge de cette maladie. La population camerounaise sait que l'organisation faite autour de, n'est-ce pas, de cette lutte est bonne.
Et il reste encore de temps en temps quelques soubresauts quant à la gestion des corps. Parce que vous savez, avec nos cultures, chaque famille aimerait enterrer ses défunts, ses morts, n'est-ce pas, au village. Et chaque fois que quelqu'un qui est décédé décède de Covid, effectivement, on est confronté à cette discussion-là. Mais malheureusement, le décret du Premier ministre est encore là. Et nous le respectons, nous avons l'obligation de le respecter. Un autre phénomène qui est décrié par la population, et d'ailleurs, pour lequel à une certaine période, l'hôpital Lac-Ainty était grandement indexé, c'est ce qu'on appelle de façon triviale détournement de patients. Dans vos institutions sanitaires, on sait qu'il y a un personnel formé par les mécanismes de l'État institutionnel et affecté dans vos services, mais qui parallèlement exerce également dans des cliniques privées. Et de ce fait, au lieu de traiter des patients dans les hôpitaux publics avec le dispositif, se permettent de les orienter dans leur clinique. Alors, est-ce que le phénomène, vous le ressentez encore de façon persistante aujourd'hui? Comment est-ce que vous, éventuellement, si c'est le cas, essayez de le contenir, voire l'éradiquer? Je voudrais vous avouer, M. le député Tongo, que l'hôpital Lac-Ainty d'hier et d'aujourd'hui, on note une différence qui est nette, qui est palpable, qui est visible, sur tous les plans. Sur le plan comportemental. Vous savez, quand nous sommes arrivés à l'hôpital Lac-Ainty, vous l'avez si bien dit en octobre dernier, nous avons posé un diagnostic. Et sur la base de ce diagnostic-là, nous avons commencé à apporter des thérapies. Le premier diagnostic était celui d'impliquer tout le personnel dans la gestion de notre formation sanitaire. Et pour cela, nous avons organisé ce que nous avons appelé notre première assemblée générale, la toute première assemblée générale de l'hôpital Lac-Ainty depuis sa création, qui s'est tenue au niveau de la maison du parti, où nous avons ouvert le jeu en demandant au personnel quels étaient les problèmes, quelles pouvaient être les solutions. Nous avons discuté et ensemble, nous avons donc décidé de changer de mentalité et de faire de l'hôpital Lac-Ainty cette grande structure que le gouvernement souhaite avoir. Aujourd'hui, je pense que ces choses, on va dire presque gagnées. Parce que vous savez, en termes de changement de mentalité, il y a toujours quelques brebis galeuses qui traînent les pas. Mais dans son entièreté, dans sa globalité, le personnel est vraiment en phase avec la philosophie de la direction. Et donc les détournements auxquels vous faites allusion, je vous avoue que depuis beaucoup de mois, je n'entends plus parler. Je ne vous dirai pas qu'il n'existe plus, mais vous savez, à l'époque, c'était un fait quotidien, c'était au vu et au su de tout le monde. Maintenant, il est rare qu'on nous parle des cas de détournement. Et je voudrais profiter de cet espace que vous me donnez pour féliciter encore ce personnel et les encourager. Parce que depuis que nous fonctionnons ainsi, nous avons tous vu comment il y a une certaine progression de notre formation sanitaire. Les populations apprécient parce que nous avons quand même des retours au quotidien. Et ça nous permet d'ailleurs, parce que tout le monde, on travaille de façon fusionnelle, on travaille dans une même philosophie, ça nous amène à développer notre formation sanitaire au quotidien. Je vous invite à faire un tour à l'hôpital Lac-Ainty. Vous verrez, dès que vous entrez à l'hôpital Lac-Ainty, tout de suite qu'il y a un changement qui est opéré. Et donc, pour répondre définitivement à votre question, ce phénomène s'est tassé et le personnel, tout grade confondu, est entièrement, n'est-ce pas, engagé dans la création, dans, n'est-ce pas, la mise en place, dans l'ouverture de cette grande formation sanitaire que nous souhaitons avoir. Un autre phénomène que l'on vit dans les formations sanitaires publiques, je vais le dire comme ça, c'est cette forme de prise en charge, de prise en otage des patients qui n'arrivent pas souvent à faire face à l'ardoise en termes de prestations reçues, donc à faire face aux factures qui leur sont servies. On a d'ailleurs pu voir des cas aussi chez vous ou dans les autres hôpitaux camerounais. Je veux dire, quel
quel est le... Comment je vais vous le demander. De quoi s'agit-il exactement? Le médecin, a priori, dans vos serments multiples, c'est de servir d'abord, de servir pour que le patient puisse recouvrer sa maladie, sa santé. Mais il y a d'autres phénomènes derrière, du coup, pour lequel le patient n'est pas toujours prêt ou à la hauteur. Alors, vous voulez certainement me demander quelle est la situation à l'hôpital La Quintini. Je voudrais vous dire que l'hôpital La Quintini est en phase avec les instructions gouvernementales. Et le ministre de la Santé est extrêmement regardant sur cette problématique, pour parler comme vous, hein, de prise d'otage de patients. D'ailleurs, vous suivez l'actualité et certainement vous êtes au courant qu'il fait le tour des formations sanitaires assez régulièrement. Hein, et lorsqu'il arrive dans une formation sanitaire, l'une des choses à laquelle il veille toujours, c'est de savoir s'il y a des patients qui sont pris en otage, enfin, pour parler comme vous. Et donc, à l'hôpital La Quintini, vraiment, nous sommes en phase avec cette institution du gouvernement. Nous avons fait un autre bilan il y a quelques jours, lorsque nous recevons le ministre de la Santé dans le cadre de la fête de l'excellence, et on annonçait que rien que pour la seule année 2020, nous avons engagé pratiquement autour de 75 millions pour le cas des indigents, c'est-à-dire des personnes que à qui nous avons permis de regagner le chez eux parce qu'ils n'ont pas pu payer. Vous devez savoir qu'à l'hôpital La Quintini aujourd'hui, nous avons mis en place un système de bon vert. C'est-à-dire? Alors le bon vert, c'est un système qui nous permet de prendre en charge, et c'est une institution du ministre de la Santé, les patients dès qu'ils arrivent à l'hôpital, sans connaissance de leur capacité financière. Le but, c'est de sauver d'abord, c'est de soigner d'abord, comme vous l'avez dit, et ensuite, on négocie les paiements, parce qu'il faut bien que l'hôpital continue à survivre. Parce que, vous savez, si des gens ne payent pas pour des soins qui ont été faits, pour des médicaments qui ont été achetés chez les prestataires, nous ne pourrons pas refaire le stock de nos médicaments et donc continuer notre mission. Et aujourd'hui, il arrive que ces patients qui ont été pris sur bon vert, à la fin de leur traitement, ils n'arrivent pas à payer. Je vous avoue, M. Dipita Tongo, que autant que faire se peut, nous négocions, mais finalement, nous finissons toujours par laisser partir ces patients. Nous sommes satisfaits parce que beaucoup de personnes jouent le jeu. Beaucoup de personnes, bien que rentrées chez eux, reviennent parfois payer. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet de, on va dire, huiler cette politique de prise en charge et qui est intéressante pour tout le monde. Tout le monde est gagnant. Vous savez, Dipita Tongo, vous pouvez sortir dans la rue, vous êtes bousculé par une moto, vous n'avez rien sur vous, on vous amène à l'hôpital La Quintini. À l'époque, il fallait payer. Aujourd'hui, on vous prend en charge entièrement, même s'il faut aller au bloc opératoire. Vous y allez, et ensuite, on sait que vous ferez des efforts pour pouvoir satisfaire à cela. Donc, parlant des otages, je termine en disant que nous suivons les instructions, la politique gouvernementale en la matière. Venons à ce reportage qui parle du don de l'armée française à la gendarmerie nationale, une opération qui s'est faite en présence de nos reporters du côté de Yaoundé. 100 gilets par balle, 50 casques lourds, 6 paires de jumelles, 4 drones et 20 fusils AK-47. Tels sont les outils de maintien de l'ordre que la République française vient d'offrir à la gendarmerie nationale camerounaise destinée à la lutte contre le terrorisme. Pour le colonel Christian Boudin, l'attaché de sécurité intérieure près l'ambassade de France au Cameroun, ce don est la matérialisation de la volonté de la France à prêter main forte à la gendarmerie nationale dans ses opérations sur le terrain. Nous avons et nous menons ensemble, le Cameroun et la France, un certain nombre d'actions dans l'extrême nord contre la lutte pour la lutte contre le terrorisme. Et il est important, autant pour la France que pour la gendarmerie camerounaise, d'avoir des hommes qui soient protégés au niveau individuel comme collectif, avec du matériel qui soit adapté aux munitions que nous pouvons trouver sur les différentes zones un peu sensibles à l'extrême nord du pays. Au-delà du terrorisme,
La gendarmerie nationale est également engagée sur le front de la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée, la délinquance urbaine, l'insécurité routière et la cybercriminalité, défis auxquels s'ajoute la pandémie du coronavirus. Ce matériel arrive à point nommé, à en croire le représentant du secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, le général de brigade Ousseini Djibo. Je pense que ce n'est pas le dernier geste que vous allez faire, que vous n'allez pas seulement nous donner du matériel et ça s'arrête là, vous allez aussi accompagner. L'accompagnement est très important parce que c'est du matériel, je suppose, sophistiqué et qui a besoin d'un accompagnement dans son utilisation. Il faut noter que cette réception importante du don de matériel français s'inscrit dans le cadre de l'excellente coopération de sécurité entre les gendarmeries françaises et camerounaises. Le professeur Noël Essomba, il est le directeur général, le directeur de l'hôpital Akintini de Douala. Avec lui, on essaie de parcourir ce dispositif Covid, mais davantage aussi les autres spécificités de cette formation sanitaire. Alors, professeur, en fin d'année dernière, on a pu voir que l'hôpital Akintini a commencé à recevoir un certain nombre de matériel. L'esprit à l'époque, il était question de renforcer le plateau sanitaire. Première chose, est-ce que tout ce qui a été prévu a d'abord été reçu? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que le plateau technique de l'hôpital Akintini, selon ses prévisions, a été amélioré? Tout est-il installé? De quoi s'agit-il, pour faire simple? Mais je vous remercie également pour cette question, parce que, vous savez, il y a un constat qui a été fait par notre hiérarchie, c'est que nous communiquons très peu sur l'existant même dans nos formations sanitaires, et particulièrement les formations sanitaires publiques. Pourtant, il y a de grandes innovations qui sont faites dans nos institutions, en l'occurrence à l'hôpital Akintini. Je voudrais avoir le plaisir de vous informer qu'aujourd'hui à l'hôpital Akintini, nous sommes dotés d'un plateau technique moderne. Le ministre de la Santé publique a bien voulu nous accompagner dans ces projets-là. Vous arrivez aujourd'hui à l'hôpital Akintini, nous avons une IRM de 1.5 Tesla. D'ailleurs, je voudrais vous apprendre que nous sommes la seule formation sanitaire au niveau du littoral à être dotée de cette... Alors, prof, IRM 1.5 Tesla. Voilà, c'est-à-dire... Parce que, vous savez, c'est comme les Mercedes, il y a la Mercedes 300, la 500, la 600. Aujourd'hui, dans notre ville, c'est l'IRM qui a la plus grande capacité en termes de possibilités diagnostiques. Donc, vous en trouvez à l'hôpital Akintini. Nous sommes en train de vouloir installer un scanner de 128 barrettes. Vous n'en trouverez qu'à l'hôpital Akintini. Pourtant, nous avons déjà un autre scanner de 16 barrettes qui est fonctionnel. Ça, c'est sur le plan de l'imagerie. Bien évidemment, les autres appareillages classiques, les échographies, les radios classiques, nous les avons. Sur le plan de la biologie également, nous avons renforcé notre plateau technique. Je pense que parler de plateau technique ne va pas suffire. Il faut également dire que l'hôpital Akintini est doté aujourd'hui de 160 médecins, parmi lesquels 120 médecins spécialistes. On peut s'en vanter. Vraiment, c'est la seule formation sanitaire que vous trouverez avec un nombre important de médecins spécialistes. Bien sûr, nous avons du personnel paraclinique et autres. Dans notre quête d'innovation également, dans quelques jours, nous serons dotés d'une centrale à oxygène. L'hôpital Akintini sera la formation sanitaire qui produira son oxygène. Parce que quand je suis arrivé, effectivement, nous avons trouvé que la dette en oxygène de l'hôpital était très importante. Plus de 420 millions de dettes en oxygène. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas négocier avec le ministre de la Santé pour qu'on nous donne la possibilité de pouvoir installer notre propre centrale à oxygène, de pouvoir produire notre oxygène à volonté, parce qu'on aura une capacité de production de 100 bonbonnes jour. Le conteneur contenant nos bonbonnes
estampillé hôpital Lakentini est arrivé. Et la semaine prochaine, nous recevons donc cette centrale à oxygène qui nous permettra de produire notre propre oxygène. En termes d'innovation également, nous sommes en train de construire un centre d'hémodialyse qui viendra renforcer celui de l'hôpital général qui parfois est débordé. Et ça, ce sera une très bonne chose pour notre ville et pour les villes n'est-ce pas, environnantes qui envoient tous, n'est-ce pas, leurs médecins nécessitant de dialyse, n'est-ce pas, à l'hôpital général. Donc notre stand d'hémodialyse sera doté de 20 machines ouvertes, ce qui voudrait dire que des problèmes qu'on a connus d'embouteillage et même des problèmes de fonctionnement des centres d'hémodialyse, parce que quand les machines sont ouvertes, elles peuvent prendre, n'est-ce pas, les kits venant d'autres fabricants. Les problèmes qu'on a souvent, c'est que les machines fermées, et si le fabricant ne vous donne pas de kits, vous ne pouvez pas fonctionner. Et nous serons également dotés de 2 salles d'eau, ce qui veut dire que chaque fois, il y a une salle qui sera en réserve, et si elle arrive à tomber en panne, vous voyez, il y a substitution le temps qu'on règle. Donc tout a été pensé pour qu'à ce niveau-là, qu'on n'ait pas de problème. À l'hôpital Lakentini aujourd'hui, nous avons installé une organisation qui nous permet de prendre en charge des patients de façon, on va dire, personnalisée. C'est un espace, je voudrais dire, qui n'est pas complexé par des espaces des autres cliniques de la ville. Vous vous souvenez, quand nous sommes arrivés à l'hôpital Lakentini, nous avons ambitionné de faire de l'hôpital Lakentini une polyclinique publique. Polyclinique parce que nous avons pensé qu'à l'hôpital Lakentini, on mettra le confort nécessaire pour que toutes les personnes, aussi bien les pauvres que les riches, viennent trouver, n'est-ce pas, des possibilités de soins au niveau de l'hôpital Lakentini et public pour continuer dans la politique sociale du gouvernement, pour que ce soit des soins qui soient effectués à des coûts, n'est-ce pas, les plus bas. Et donc aujourd'hui, ces choses faites, nous avons des pavillons d'hospitalisation au standing, mais vraiment à des prix défiant toute concurrence. Vous avez ce qui coûte dans des cliniques 60 à 70 000 francs jour, comme chambre d'hospitalisation. À l'hôpital Lakentini, vous les avez à 10 000, à 12 000, avec d'ailleurs un confort plus intéressant. Donc vous convenez avec moi que en termes d'innovation, en termes de plateau technique, des grandes choses ont été faites au niveau de l'hôpital Lakentini et sont à venir. Mais justement, quel est l'impact sur la population? On présente le plateau, mais avez-vous évalué, avez-vous essayé de faire une estimation d'impact sur ce que peuvent bénéficier les patients éventuellement? Mais bien sûr. Alors tout de suite, je suis heureux de vous dire que la fréquentation de l'hôpital Lakentini a explosé. Et donc, les patients répondent positivement, n'est-ce pas, à ces innovations-là. Nous avons tardé à communiquer sur tout ce qui est fait, hein, mais aujourd'hui, avec l'injonction du ministre de la Santé qui nous demande de communiquer, il faudrait bien que les Camerounais sachent qu'ils peuvent ne plus être obligés d'aller en Europe, encore qu'avec le Covid, il est difficile de voyager. Mais aujourd'hui, in situ, à l'hôpital Lakentini, vous pouvez bénéficier des soins de qualité et à des coûts vraiment bas. Et donc, il y a un impact vraiment positif. J'ai certainement oublié de vous dire que nous sommes en train de mettre en place un système de renforcement du SAMU, parce que l'hôpital Lakentini a acquis 10 ambulances. C'est la seule formation sanitaire qui peut aujourd'hui, vous arrivez dans notre parc automobile, vous trouvez une dizaine d'ambulances, et nous voulons localiser nos ambulances dans les coins de la ville, à tel enseigne que lorsqu'il y a un accident, vous appelez la centrale à travers un numéro vert et l'ambulance la plus proche, n'est-ce pas, du lieu de l'accident intervient et vous ramène très rapidement pour une prise en charge sous bon vert. Vous comprenez donc qu'en termes d'impact social, c'est quelque chose d'important. Nous avons des promesses d'accompagnement par certaines sociétés citoyennes de la place pour que le citoyen camerounais, le citoyen lambda, victime d'un accident ou alors en détresse, puisse ne pas supporter les frais. Donc nous avons beaucoup d'espoir également sur ce projet et nous pensons que tout ça a un impact positif pour la population.
Avant de terminer cet échange, parlons économie. Un moment, professeur, vous dites que le président de la République a modifié la loi des finances 2021 cette semaine pour ouvrir une nouvelle voie de financement ou alors à l'endettement. C'est la substance d'un décret signé le 26 mai 2021 qui autorise le gouvernement à solliciter un emprunt de 1100 milliards de francs CFA. Suivez ce reportage. Le président de la République autorise, dans le respect des intérêts financiers et de la souveraineté économique du Cameroun, le gouvernement a conclu pour le compte de la loi de finances de l'exercice 2021 des emprunts concessionnels et non concessionnels d'un montant global de 350 milliards de francs CFA et 750 milliards de francs CFA. En français facile, il s'agit de prêts à conditions préférentielles dont le taux d'intérêt est inférieur au taux du marché actuel. Pour le Fonds monétaire international, en règle générale, les programmes appuyés par le FMI dans les pays à faible revenu prévoient des limites d'endettement extérieur non concessionnelles. Celles-ci visent à prévenir le surendettement tout en permettant de mobiliser un financement extérieur suffisant. Les exigences de la concessionnalité applicable à la dette contractée ou garantie par le secteur officiel constituent le principal paramètre entrant dans la définition de ces limites. Dans le 49e article bis de ce décret du chef de l'État signé ce 26 mai 2021, on apprend qu'au cours de l'exercice 2021, le gouvernement est habilité à recourir à des émissions sur le marché international pour un montant de 450 milliards de francs CFA dans la limite des emprunts non concessionnels autorisés comme précisé précédemment en vue principalement d'un rachat partiel ou total de l'eurobond en cours. Un eurobond ou une euro-obligation est une obligation qui permet aux États ou aux entreprises d'emprunter dans une autre devise que celle du pays émetteur. Contrairement à ce qui peut suggérer leur nom, les eurobonds sont principalement libellés en dollars. Alors professeur, c'est bien beau de nous présenter, j'ai failli dire, ce plateau technique, assez jovial, mais de notoriété. Personne n'oublie cette image de l'hôpital Lakentini qui a longtemps donné l'impression qu'il est un mouroir. On y entre sur la tête, mais qu'on sort les pieds en avant, pour parler un peu comme dans votre... Est-ce que ce phénomène-là, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, l'hôpital Lakentini a pu refaire ce visage, j'ai failli dire désagréable qu'il présentait? Vous savez, il y a des gens, quand vous leur dites Lakentini, ça craint toujours de toutes les veines. Hein. Alors, c'est le premier combat que nous sommes en train de mener. D'accord. Parce qu'effectivement, même lorsque nous n'étions pas à l'hôpital Lakentini, c'était cette idée que les gens avaient de cette formation sanitaire-là. Mais je vous assure aujourd'hui, dès que vous entrez à l'hôpital Lakentini, tout de suite, l'idée du mouroir disparaît. Mais pourquoi est-ce que l'hôpital Lakentini, en réalité même, était vu comme un mouroir? À mon avis, ce n'était pas du fait de l'hôpital Lakentini. Ce n'était pas principalement dû, n'est-ce pas, à l'activité au sein de l'hôpital Lakentini. Nous avons remarqué que beaucoup de formations sanitaires environnantes, dans ce système de référence et contre-référence, géraient mal leurs patients. C'est-à-dire que certains confrères, permettez-moi de le dire, M. Dipita Tongor, reçoivent des patients pour des pathologies qu'ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas soigner, qu'ils ne peuvent pas gérer. Mais la finalité, c'est d'avoir le maximum d'argent, c'est de tirer le maximum d'argent, n'est-ce pas, du séjour, je ne dirais pas de la prise en charge, mais du séjour de ces patients dans leur formation sanitaire. Et lorsqu'ils se rendent compte que le patient est mourant, est en train de crever, on vous appelle, on vous dit, mais écoutez, on vient de poser le diagnostic, c'est fait. Il y a un seul spécialiste qui peut régler ça, il est à l'hôpital Lakentini, allez rapidement à l'hôpital Lakentini. Quand vous arrivez à l'hôpital Lakentini, après 5-10 minutes, vous avez crevé, vous êtes mort. Mais on dira que vous êtes mort où? Mais c'est à l'hôpital Lakentini. Voilà, il s'agissait de ça. Il s'agit encore de ça aujourd'hui. Et ça, j'en ai parlé avec le ministre de la Santé et avec le délégué régional de la Santé aujourd'hui. Nous avons décidé de mener des audits sur ces transferts des patients, on va dire, délicats. Et donc, ceux qui avaient l'habitude de le faire, ils vont certainement rendre gauche. Parce qu'on ne va pas continuer à s'amuser avec la vie des Camerounais ainsi. L'hôpital Lakentini, tel que je vous l'ai décrit aujourd'hui, vous comprenez que
ne peut plus être considéré comme un mouroir. Si on nous fait parvenir des patients à temps, écoutez, nous ferons le nécessaire pour pouvoir sauver ces patients. Mais c'est également l'occasion que vous me donnez de m'adresser aux familles pour attirer leur attention, pour qu'elles arrêtent d'être stupides. Si on vous dit que c'est à l'hôpital La Quintini où il y avait des spécialistes, pourquoi vous n'êtes pas venu d'entrer déjà à l'hôpital La Quintini? Aujourd'hui, à l'hôpital La Quintini, il y a le confort suffisant, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Aujourd'hui, vous avez ce confort. Vous avez des médecins spécialistes. Vous avez le plateau technique qu'il faut. Pourquoi vous ne venez pas directement à l'hôpital La Quintini? Et donc, c'est cette communication que nous devons continuer à faire pour que les familles, pour que les Camerounais, pour que les Doualais soient informés de ce que l'hôpital La Quintini peut faire aujourd'hui. D'accord. Permettez-moi de vous rappeler un fait positif qui s'est produit à l'hôpital La Quintini il y a quelques jours. Ça a fait un peu bouger les réseaux sociaux. Cette jeune gynécologue qui a opéré magistralement une femme enceinte à terme, mais en fin de vie, et qui a pu sauver, n'est-ce pas, son enfant. Je ne voudrais pas retourner le couteau dans la plaie, mais c'est un peu à l'inverse du drame que nous avons connu il y a quelques années, du drame Koma Tekel. Mais combien de Camerounais se sont levés pour saluer cela, pour féliciter cette gynécologue, pour féliciter l'organisation qui est mise en place à l'hôpital La Quintini. Mais c'est parce qu'on peut travailler aujourd'hui sur bon verre. C'est parce qu'on n'a pas besoin que la personne ait de l'argent sur elle qu'on a pu sauver cette femme. D'accord. Alors, encore peut-être deux questions avant de terminer. Prof, ça va faire environ plus de 50 minutes que nous sommes en train d'échanger. Je veux dire qu'à chacune de vos réponses, le sentiment que j'ai eu, vous avez trouvé toutes les belles couleurs à l'hôpital La Quintini. Ben, je veux dire, du haut de votre bureau là, vous êtes le patron de La Quintini. S'il y a 2 ou 3 griefs, s'il y a 2 ou 3 éléments sur lesquels vous dites, je pense qu'ici, nous sommes un peu faibles, ce seraient lesquels? Alors d'abord, sur le plan infrastructurel, l'hôpital La Quintini a 100 ans d'existence. D'accord. Et donc, c'est des bâtiments vieillissants, c'est des bâtiments, même pas vieillissants, vieux, mais que nous réussissons quand même à rendre suffisamment acceptables. Et donc, s'il y a quelque chose qui doit être fait, c'est la rénovation totale, n'est-ce pas, de ces bâtiments. C'est une faiblesse pour nous. Parce qu'en saison pluvieuse, parfois, on est confronté à des désagréments que vous pouvez bien comprendre. Ça c'est la première des choses. Sur le plan comportemental, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des efforts qui sont faits, et vraiment c'est palpable. Mais nous n'avons pas encore atteint l'objectif visé. C'est-à-dire que des patients, du personnel entièrement au service, n'est-ce pas, des patients, et comme le ministre le dit, avec du sourire. C'est vers ça que nous tendons. La dernière question, l'hôpital La Quintini est-il définitivement sorti de ce marasme de la vente des rapports Covid qu'on trouvait dans les aéroports? On a suivi une actualité assez récente là, pour laquelle vous étiez au cœur de ces ventes de tests, tous négatifs, pour permettre aux Camerounais, même s'ils n'avaient pas fait des tests, qui voulaient voyager, de pouvoir le faire. Êtes-vous sorti de cette mauvaise spirale? D'abord, votre implication réelle. Alors, l'hôpital La Quintini n'est aucunement impliqué. D'accord. Grâce à la bravoure des éléments de la gendarmerie, et d'ailleurs je voudrais saluer le collégien qui nous écoute certainement, et le commandant de la brigade de recherche, nous avons pu mettre la main sur des individus qui s'étaient installés en face de l'hôpital La Quintini, avec des ordinateurs, avec des cachets de l'hôpital La Quintini, des cachets porteurs de noms de médecins, et qui produisaient donc ces documents. Mais nous avons donc pu chercher des solutions, ça et là, et finalement, celle que nous avons aujourd'hui semble être efficace, d'ailleurs est efficace. Parce qu'aujourd'hui, nous produisons des résultats, en collaboration avec la délégation régionale, des résultats qui sont dotés de codes barres. Et le code barre peut être lu au niveau de l'aéroport, et ça nous permet de savoir si effectivement ce résultat vient, n'est-ce pas, du laboratoire de l'hôpital La Quintini ou pas. Et donc désormais, c'est une vieille histoire. Merci infiniment, professeur Noël Essomba. On vous a certainement tiré des grippes de quelques patients ce dimanche.
Nous vous laissons les retrouver et infiniment merci d'avoir apporté ces quelques réponses à nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie et nous pensons qu'aujourd'hui les populations de Douala sont définitivement éclairées sur ce que peut faire l'hôpital à Kintine. Mesdames, bonne fête des mères, messieurs et tous les autres. Bon début de semaine. Demain c'est lundi. Bonsoir.